Bienvenue à tous, merci d'être avec nous pour cette nouvelle édition de l'Africa Newsroom. Aujourd'hui, 4e volet de notre semaine sur la République démocratique du Congo avec un dossier consacré à la compagnie aérienne Congo Airways. Au programme également de cette émission, la force multinationale de l'Union africaine qui, après des années de renvoi, est annoncée opérationnelle dès janvier 2016. Et à l'approche du premier tour de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, nous vous proposons le portrait de l'un des candidats aujourd'hui, Kouadio Konan Bertin. Et pour nous accompagner pendant cette émission, nos éditorialistes, Alfred Chango, bienvenue. Merci Fanny, très heureux de vous retrouver sur ce plateau et puis merci à mes très chères téléspectatrices. Samuel Gambog, bienvenue. Merci Fanny, bonsoir. Et Jean-Marie Bitomo, bienvenue. Merci Fanny, bonsoir. Bonsoir à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices d'Alfred. Tout de suite, l'actualité du jour. Cela fait des années qu'elle est annoncée. La force multinationale de l'Union africaine sera enfin opérationnelle dès janvier 2016. 2500 soldats ont d'ailleurs déjà commencé une formation. Ils se préparent à leur future mission de maintien de la paix. Birama Saonera. Après des années de renvoi, la force de l'Union africaine en attente doit finalement être opérationnelle à partir de janvier 2016. Cette force sera constituée de 5 brigades en provenance de toutes les régions de l'Afrique. Cependant, des observateurs restent sceptiques sur la mise en place de cette force à la date prévue. 2016, ça peut être une date intéressante pour la mise en place de cette force de position, pourvu qu'au préalable, 2 questions soient réglées. La première question, c'est la volonté des États à envoyer des hommes. Et deuxièmement, c'est régler la question du commandement. L'une des raisons pour lesquelles la force a été créée est d'éviter de dépendre de la communauté internationale pour la résolution des conflits en Afrique. Cependant, le financement constitue un défi majeur à relever. Pour rendre la force opérationnelle, l'institution panafricaine a besoin d'1 milliard de dollars. L'Union africaine n'a pas les moyens. Si l'Union africaine avait les moyens, elle aurait financé par exemple la MISOM. Mais il faudra demander à ce que chaque pays au moins mette la main à la pâte ou finance. On peut dire qu'il peut y avoir une force qui peut arriver jusqu'à 5 000, mais on voit mal comment l'Union africaine pourrait financer 10 000 à 8 000 militaires sur le terrain ou en prépositionnement. Le 19 octobre 2015, la force multinationale de l'Union africaine a commencé des exercices de terrain en Afrique du Sud. Ces exercices devront permettre d'évaluer la capacité de cette force à répondre aux crises et à gérer les missions de maintien de la paix. À l'issue de cette formation dénommée Amani Africa, les hommes qui la composent devront être en mesure de répondre aux crises sur le continent. Alfred, une date est annoncée janvier 2016 et pourtant beaucoup d'experts restent sceptiques. Est-ce que vous partagez ces doutes ? Sur la question du scepticisme, non, pas tout à fait, mais je veux dire simplement effectivement que l'attente a été interminable de voir cette force-là se constituer. On l'a annoncé, c'était devenu un peu comme l'Arlésienne africaine de l'Union africaine, mais maintenant que il y a ces manœuvres en Afrique du Sud pour lancer la première brigade entre guillemets, c'est déjà ça. On est preneur, mais on a rappelé effectivement les difficultés auxquelles l'Union africaine fait face. C'est toujours, mais on l'a souvent répété ici, la question du financement. Les troupes existent, leur mobilisation aussi existe. Il suffit d'un peu de bonne volonté de la part des chefs d'État africains. Ça aussi, on l'a souvent rappelé ici. Le volontarisme politique est nécessaire dans la constitution justement de cette force-là. La question du commandement pour moi est accessoire puisque les troupes, dès le moment où il y a une mission, il y a un cap qui leur est donné, peuvent être mobilisées assez facilement et puis y répondre. C'est plutôt la question vraiment, de la projection sur le terrain, de l'équipement de ces troupes-là, et des moyens logistiques justement pour assurer leur mission de maintien de la paix. Amani, ça signifie la paix justement, de maintien de la paix en Afrique. Donc, et puis qu'est-ce que ça signifie maintenir la paix? Ça aussi, il faut le définir pour ces troupes-là. Donc, il faut effectivement, j'allais dire, des troupes interarmes finalement, pour que ça soit en même temps le maintien de la paix, mais aussi l'accompagnement qu'il faut pour asseoir cette paix-là, c'est-à-dire des actions sociales ou autres sur le terrain.
Samuel, est-ce que ça ne pose pas un problème que l'Union africaine annonce que cette force sera opérationnelle dès janvier 2016 et qu'en même temps, elle n'a pas réuni tous les financements nécessaires? Absolument, moi je partage le scepticisme et je pense que pour la crédibilité de la parole de l'Union africaine et de ses autorités, il vaudrait mieux se taire que d'annoncer des dates qui ne sont pas opérationnelle. Si effectivement tout a été fait pour que cette force atteigne sa pleine capacité opérationnelle en janvier 2016, c'est une excellente nouvelle. En revanche, si en janvier 2016, on annonce encore à l'opinion publique que cette force n'atteindra pas sa pleine capacité opérationnelle, là la crédibilité de la parole de l'Union africaine sera sérieusement entamée. S'il faut revenir sur la dimension technique de cette opérationnalisation de la force, il faut se dire qu'il y a une chose de rendre la force opérationnelle, de rendre les différents contingents, de rassurer l'interopérabilité entre les différents contingents, mais il y a aussi une autre chose, de décider de déployer la force multinationale. Nous voyons les désastres qui s'accumulent au Burundi, qui doit décider, notamment dans la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, pour qu'une intervention armée puisse avoir lieu. Encore faut-il que le gouvernement en place puisse donner l'autorisation d'une intervention de l'Union africaine sur place. Donc il y a là des problèmes qu'il va falloir régler. Le problème du financement reste de mise. Le problème de l'interopérabilité des forces, même si on l'annonce, parle des exercices en Afrique du Sud, des exercices de cette nature. On en a vu, les Américains ont dirigé certaines, notamment l'Africa Endeavour, un peu partout. Et donc, c'est vrai qu'il y a des exercices qui sont menés de façon conjointe, qui atteindront certainement à une socialisation entre les différents contingents, mais la pleine opérationnalité de ces forces reste encore à voir. Jean-Marie, rapidement, est-ce que d'après vous, certains pays vont rechigner à envoyer des soldats dans cette force ? Je pense pas, c'est-à-dire dès l'instant qu'il y a la volonté politique derrière, je partage un peu, si vous voulez, le point de vue d'Alfred d'un côté et de Samuel de l'autre. Les pays vont rechigner tout simplement dès l'instant qui va se poser un problème de financement, parce que vous aurez des pays à qui on demandera de participer et qui demanderont à être financés. Généralement, c'est comme ça que ça se passe, même dans les conflits internationaux. Nous avons vu que le Sénégal, si vous voulez, vous avez des Sénégalais qui sont déplacés pour aller combattre au Moyen-Orient. Donc ici, là, qu'est-ce qu'il faut? Il faut tout simplement permettre aux États, parce que c'est une donne qui est très, très importante. Tout simplement pourquoi? Parce que instaurer la paix dans toute l'Afrique, c'est favoriser notre développement de tous les États africains. Donc, je pense que l'Union africaine, c'est-à-dire, je ne suis pas aussi sceptique, si vous voulez, que Samuel, dans la mesure où il faut bien commencer quelque part. Dans la mesure où vous avez quand même une force de 2500 hommes, c'est pas suffisant. Et ça, c'est une évidence. Mais maintenant, dès qu'on met en place, si vous voulez, progressivement les choses, l'opérationnalité de cette force-là ne peut pas être effective en janvier 2016. Soyons, si vous voulez, réalistes par rapport à la réalité. Ce qu'il faut constituer les bataillons et tout ce qui s'ensuit, mettre en place la dimension stratégique et la dimension opérationnelle, ce ne sont pas des choses qui vont se faire dans un laps de temps. C'est vrai qu'il y a du temps qui a déjà été... Ils ont pris un peu d'avance dans la mesure où vous avez les forces qui s'entraînent. C'est-à-dire effectivement en Afrique du Sud, mais à partir de là, moi je me dis, je retiens le côté positif. Ça voudrait dire que la paix pourrait s'installer, si vous voulez, en Afrique sans que vous ayez besoin d'attendre une intervention extérieure. Ces interventions externes-là sont des interventions dont nous nous plaignons nous-mêmes en Afrique. Mais le fait que nous puissions avoir une force autonome, je pense qu'à ce niveau-là, ce serait vraiment l'une des étapes là où on devrait juger, comment dire, des chefs d'État africains dans leur volonté de pour vouloir construire quelque chose qui va couvrir tout le continent africain et de pouvoir amener une stabilité, la paix et favoriser le développement et la croissance dans nos États. Merci. Plus que quelques jours avant le premier tour de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Pour rappel, le scrutin a lieu ce dimanche 25 octobre. À cette occasion, nous vous proposons le portrait de l'un des candidats. Aujourd'hui, il s'agit de Kouadio Konan-Bertin. Reportage de notre envoyé spécial Serge Kofi. À 47 ans, Kouadio Konan-Bertin, alias Kakabe, fait partie de la nouvelle génération d'hommes politiques en Côte d'Ivoire. Le militantisme, Kakabe l'a dans l'âme. Il crée en 1994 la cellule de réflexion et d'action concrète, le CERAC, une structure qui réunit des étudiants en opposition avec la FESI, la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire. Militant du PDCI-RDA, il crée en tant que rénovateur le mouvement national Génération qui vise à donner un nouveau souffle au parti aux fouettistes. 3 ans plus tard, il devient le président
président des jeunes du parti. Anticonformiste, il s'affirme un peu plus en octobre 2013 lorsqu'il défie l'ex-président Bédié en se présentant contre lui au congrès pour la présidence du PDCI. Battu, c'est en frondeur qu'il boycotte le congrès de février 2014 et l'appel de Daouklo qui permet à Alassane Ouattara d'être le candidat unique de la coalition au pouvoir, représentant à la fois le PDCI et le RDR à l'élection présidentielle de 2015. C'est inacceptable, c'est inconcevable de s'imaginer que dans ce pays, ce parti qui a même amené ce pays à l'indépendance, qui l'a construit, puisse décider comme ça, sans raison valable, de s'absenter volontairement, n'est-ce pas, d'une élection présidentielle. Donc que nos militants se préparent à battre la campagne, n'est-ce pas, d'un candidat du PDCI-RDA en 2015. Critique à l'égard du président sortant, il est allé à la rencontre de l'ex-président Laurent Gbagbo et l'ancien chef de file des jeunes patriotes Charles Blé Goudé, détenu aux Pays-Bas par la CPI. Pour convaincre ses concitoyens, il joue la carte du rassembleur. Oufoué nous a mis constamment en garde contre la guerre. Malheureusement, après sa mort, nous n'avons pas trouvé autre chose que de faire une guerre qu'on nous a imposée. Oui, vous n'avez jamais pensé, dans vos rêves les plus fous, être un pays un jour en guerre. Après avoir fait la guerre, je vous dis la chose suivante. Nous n'avons pas d'autre choix que d'aller à la réconciliation, qui passe par le pardon. Prédisposons nos cœurs à pardonner à ceux qui nous ont offensés ou qui ont tué nos parents. C'est le chemin obligé qui s'impose à nous tous. Et je suis là pour prendre cet engagement, de vous remettre ensemble, vous réconcilier. Élu député de Port-Bou au sud d'Abidjan, fidèle à ses convictions et adepte de la philosophie politique d'Houphouët-Boigny, Kakabé rêve aujourd'hui d'un destin national. Samuel Kouadio Konan-Bertin se définit comme un électron libre. D'après vous, est-ce que cela lui sied bien? Oui, je crois qu'il a une ligne politique qu'il est en train d'incarner dans la vie politique ivoirienne. Il se démarque des poids lourds, notamment de l'ancien président Henri Konan Bédié. Il se démarque de l'actuel président, le président Ouattara. Il n'a pas peur de prendre des risques et c'est plutôt courageux. Maintenant, est-ce que au cours de l'élection présidentielle qui aura lieu dimanche, il va avoir des succès importants? Attendons de voir comment il a conduit toute sa campagne. Je pense que c'est un acteur politique majeur. Il est dans la quarantaine. Il a encore toute une vie politique à mener. Et je pense que c'est plutôt bien de commencer par là, d'incarner une ligne politique, d'établir une idéologie, même si elle est encore à construire sur le plan intellectuel. Mais je pense que c'est toujours un bon début de s'inscrire dans cette dynamique-là. Jean-Marie, il est toujours adhérent au PDCI et en même temps, il se présente en tant que candidat indépendant. Est-ce que ce n'est pas contradictoire? C'est pas contradictoire dans la mesure où il y a une chose qui est importante, c'est que suffisamment, c'est-à-dire réfléchi à l'avance, le fait qu'il était en train de nous exposer tout à l'heure. Le PDCI, c'est quand même le parti, si vous voulez, qui a amené le pays à l'indépendance. Que ce parti-là soit absent des élections présidentielles pour les analystes politiques, ça semble pour moi être une tâche. Tout simplement pourquoi? Tout simplement parce que ça enlève, si vous voulez, un des acteurs importants sur la scène politique ivoirienne. Et on sait très bien que la démocratie avance. Pourquoi? Parce que vous avez une certaine effervescence. Effervescence, je ne veux pas dire par là désordre, ça n'a rien à voir. L'effervescence, c'est l'émulation entre les candidats. Que chaque candidat puisse mettre sur la table un programme qui soit lisible par le peuple. Et maintenant, c'est au peuple de décider. C'est pas à nous, si vous voulez, observateurs extérieurs, de pouvoir décider à la place, si vous voulez, d'un candidat comme celui-là, dans la mesure où il n'en est pas à la première étape. Il a déjà fait, c'est-à-dire il a bravé le bélier qui était en place pour pouvoir se présenter. Il s'est présenté contre lui. Donc le fait qu'il soit indépendant, parce qu'il ne faut pas oublier une chose, il y a une donne qui est très très importante, c'est que vous avez pas mal de gens en Côte d'Ivoire, une bonne partie de la Côte d'Ivoire qui est mécontente du fait que le PDCI ne soit pas présent aux élections. Tout simplement pourquoi? Parce que vous avez un accord qui a été passé en face entre Konan Bédié et le président Ouattara à l'heure actuelle. Donc ça peut lui profiter quelque part. Alors Alfred, très rapidement, quelles sont ses chances d'après vous pour ce scrutin? D'abord, il faut noter qu'il n'est pas le seul Konan dissident du PDCI. Ça fait 2 ou 3 Konan qui sont dissidents du PDCI, qui sont candidats à cette élection présidentielle, donc Konan banni, pour ne pas le citer. Ça fait un peu beaucoup pour un même parti, mais
je dirais, c'est un jeu politique normal dans la recomposition de l'espace partisan ivoirien. Alors maintenant, quelles sont ses chances? Je pense que la dissidence, la fronde, a montré ses limites ailleurs. Mais là encore, on a montré une image de Kouadio Konan-Bertin en train de piler, mais je ne pense pas qu'effectivement qu'il pourrait prendre tous les dinosaures, toutes les grandes figures du PDCI, RDR, des oufettistes, les mettre justement dans le mortier et prendre le pilon en train de les pilonner comme il est en train de le faire là. Je pense effectivement que c'est plutôt une candidature symbolique, mais qui prend date pour les élections futures, les élections à venir. Merci. Nous allons marquer une courte pause. À l'instant, la deuxième partie de l'Africa Newsroom. À tout de suite.